625 101, c'est le nombre de signatures ce matin de la pétition contre le projet de loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre. Le chiffre a été relevé il y a quelques minutes sur le site de l'Assemblée nationale. La pétition avait été déposée il y a 2 semaines par le père d'un jeune homme tué en 2021 par un tir de policier lors d'un contrôle routier. Le texte présenté par un député LR a lui été voté par une large majorité de députés du socle gouvernemental, de la droite et du RN, déclenchant la colère de la gauche et de plusieurs associations. Que dit exactement ce texte ? Est-ce un permis de tuer, comme le dit Amnesty International, ou une protection nécessaire pour les policiers ? Et remet-elle en cause les fondements de l'état de droit ? Bonjour Olivier Kahn. Bonjour Madame Monde. Vous êtes professeur de droit pénal à l'université de Paris-Nanterre. Que dit exactement ce texte ? Alors le texte dit que lorsque les policiers feront usage de leurs armes dorénavant, donc policiers et gendarmes seront présumés avoir agi dans l'un des cas de l'article L 435-1 du Code de la sécurité intérieure, c'est-à-dire les cas prévus par la loi dans lesquels les forces de l'ordre peuvent faire usage de leurs armes et qu'ils seront présumés avoir agi de manière absolument nécessaire et strictement proportionnée. Dans le cadre légal, le cadre légal était déjà fixé depuis ce Code de la sécurité intérieure en 2017. Là, on ajoute que le policier est présumé l'avoir respecté, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'au départ avait été pensée une présomption de légitime défense qui posait toute une série de problèmes. Et quand le texte a été repris par le gouvernement, on a substitué à cette présomption de légitime défense une présomption d'action dans le cadre de la loi, c'est-à-dire une présomption d'action conforme à l'autorisation de la loi. Et cette loi étant donc l'article L435-1 qui prévoit les cas d'utilisation de leurs armes par les policiers. Alors vous avez évoqué les 5 cas, on ne va pas les détailler tous, mais en clair, c'est en cas d'atteinte ou de menace armée à leur intégrité physique, avec 2 sommations. Oui, c'est la légitime défense, c'est le fait de conserver une position par les moyens des armes parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, c'est le fait d'empêcher un fuyard de s'enfuir, c'est la situation particulière du refus d'obtempérer dans lequel l'individu en s'enfuyant pourrait causer une menace aux autres, et puis c'est le cas très particulier du périple meurtrier, c'est-à-dire cette situation où un individu est en train de commettre un massacre de masse et qu'on devrait donc pouvoir le neutraliser avant même d'être en état de légitime défense. Vous disiez que le projet de loi d'origine avait été donc déposé par le député républicain Éric Pauget, évoquait une présomption de légitime défense vous avez dit qui posait problème, et qui a été remplacée suite à un amendement porté par le gouvernement par présomption de respect de la loi. Quel est le problème ? Est-ce que ça augmente le nombre de cas où les tirs sont présumés légaux ? C'est probablement l'une des craintes qui a été prise en considération, c'est-à-dire qu'en parlant d'une présomption de légitime défense, on a probablement craint que les policiers fassent un usage moins raisonnable de leurs armes, enfin policiers et gendarmes fassent un usage moins raisonnable de leurs armes, alors que en parlant d'une présomption d'action dans le cadre de la loi, eh bien c'est dire la loi n'est pas modifiée, donc vous ne pourrez toujours faire usage de vos armes que dans les conditions prévues par le Code de la sécurité intérieure, mais lorsque vous le ferez, vous serez présumé avoir agi conformément à ce texte, et donc il appartiendra à d'autres de montrer que ce n'était pas le cas. C'est une loi qui vient s'ajouter, et vous corrigerez le mot, mais à cette loi de février 2017 qui, elle, faisait suite à l'agression de 4 policiers. Ouais. C'était à Viry-Châtillon, loi qui avait assoupli donc déjà les règles de l'usage des armes à feu. Comment les 2 lois sont-elles liées ? Alors, elles sont liées par la demande des syndicats de police, très clairement. Et si on se réfère aux textes qui ont été proposés, l'article L400, donc la réforme de 2017 était déjà censée améliorer le cadre juridique d'usage des armes et donc réduire l'insécurité juridique à laquelle les forces de l'ordre font face quand elles envisagent de faire usage de leurs armes ou quand elles font usage de leurs armes. Si on se réfère à la fois à l'exposé des motifs de la proposition de loi et puis au rapport Boucard devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, il semblerait que cette insécurité
sécurité juridique soit toujours ressentie par les policiers et les gendarmes, et donc que la présomption aurait pour effet de corriger cette insécurité juridique. Ouais, pour bien comprendre, Olivier Kahn, on a tous en tête la mort du jeune Naël en 2023, une balle tirée à bout portant par un policier qui le contrôlait au volant d'une voiture. On sait depuis mi-juin que le policier sera finalement jugé aux assises. Si cette nouvelle loi avait été en vigueur, est-ce qu'il y aurait un procès? Alors on peut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de procès, mais en tous les cas, ça aurait été certainement plus compliqué. Parce qu'en Pourquoi? fait, l'objet de ce texte, alors vous l'avez évoqué dans votre lancement, on a parlé d'un permis de tuer. Ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de permis de tuer dans ce texte, puisqu'encore une fois, les dispositions du Code de la sécurité intérieure ne sont pas modifiées. Donc les policiers seront toujours soumis à un cadre légal contraignant, et particulièrement parce qu'ils restent soumis à cette exigence d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité dans l'usage de leurs armes. En revanche, ce texte, ce qu'il modifie fondamentalement, c'est que vous avez dans le Code de procédure pénale un article 62-2 qui dit qu'on ne peut placer en garde à vue que quelqu'un contre lequel existent des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis un crime ou un délit puni d'emprisonnement. Il faut donc que la personne soit suspecte d'avoir commis une infraction pour pouvoir être placé en garde à vue. Or, en prévoyant une présomption de légalité, eh bien, vous placez l'agent qui aura fait usage de son arme dans une position où on ne pourra plus considérer qu'il est suspect d'avoir commis une infraction, puisqu'au contraire, il est présumé avoir agi légalement. Et donc, on ne pourra pas le placer en garde à vue. D'où l'inquiétude que vous avez évoqué de la part non seulement des citoyens, mais du défenseur des droits, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, parce qu'effectivement, tout se joue dans une enquête au début de cette enquête, et qu'on va modifier les conditions du début de l'enquête. Vous disiez donc que ça n'est pas un permis de tuer, pour reprendre la formulation d'Amnesty International. Est-ce que vous redoutez toutefois que ça puisse être perçu comme tel par les policiers? Alors c'est à craindre. En même temps, la hiérarchie policière est nourrie de l'expérience de 2017. C'est-à-dire qu'en 2017, on a transformé le texte. L'instruction qui avait été faite par la Direction générale de la police nationale était ambiguë et laissait entendre que les conditions d'usage des armes avaient été élargies. Et on s'était retrouvé dans une situation où on avait constaté une augmentation très substantielle du nombre de tirs, jusqu'à une sorte d'acmé en 2022, oui, au moment où on a eu toutes ces personnes tuées dans le cadre de refus d'obtempérer, et où la Direction générale de la police nationale est revenue sur ces instructions pour replacer les policiers dans le cadre. Et on a vu les tirs décroître, même si la France est quand même un des pays où on a le plus de morts en Europe dans le cadre d'intervention des forces de l'ordre. Donc je pense que l'expérience de 2017 fera que la hiérarchie policière ne commettra plus l'erreur de laisser entendre que on assouplit le cadre légal. On ne peut pas exclure que les syndicats, eux, communiquent là-dessus. On va écouter Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas tout à fait la même lecture que vous et qui, en l'espèce, vous allez l'entendre, est surtout agacé parce qu'il considère comme une manipulation des insoumis à l'Assemblée. Écoutez. Dans l'hémicycle, ils ont fait venir un certain nombre de familles, de personnes qui ont été tuées par l'action de la police, dans des situations où la justice a blanchi les policiers, leur a donné raison. Donc, il y avait un mélange de genres qui était absolument inacceptable. Ce qu'on traite ici, c'est les cas d'usage légitime des armes qui sont déjà prévus par la loi, et on prévoit simplement une présomption. C'est-à-dire qu'on part du principe, a priori, qu'il n'y a pas de raison de penser que le policier est coupable quand il fait usage de son arme. Et qu'il n'y a pas de raison de penser qu'un policier et gendarme trouve un certain plaisir à utiliser son arme. Il ne le fait que par nécessité et proportionnalité. Vous allez le retirer, ce texte ? Certainement pas. Donc certainement pas retirer le texte. Je ne sais pas si vous voulez réagir, mais bon. On peut réagir en relevant que c'est quand même parfaitement contradictoire. C'est-à-dire s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de texte. En l'occurrence, si effectivement le texte ne serait justifié que par le fait que des agents se sont vus blanchis par la justice parce qu'ils avaient agi conformément à la loi, on n'a pas besoin de texte. En fait, c'est vraiment un cadeau. Ça fait partie de ces cadeaux faits aux revendications des syndicats de police.
Il y a avec la police française un problème particulier, c'est que même quand ils commettent une infraction, les policiers refusent de se considérer comme délinquants. C'est vraiment une constante, c'est-à-dire que contrairement à d'autres pays, je connais un petit peu la police britannique, dans la police britannique, il est tout à fait admis qu'un policier qui commet une infraction devient un délinquant. Dans la police française, c'est absolument inaudible. Et donc, on organise ce cadre qui ferait que, eh bien, on ne le traite pas comme un délinquant. Et donc, on ne le passe pas en garde à vue. En l'occurrence, il y a quand même, on parlait tout à l'heure du cas de Naël, la Cour de cassation a requalifié les faits. Le policier va finalement être jugé pour meurtre et non pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, comme le voulaient ses avocats. Ça prouve quand même que les policiers aussi rendent des comptes. Oui, absolument. Les policiers rendent des comptes. Ce qui est problématique avec ce texte, si vous voulez, c'est que dans une enquête, tout se joue très vite au début. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un policier fait usage de son arme, on le place en garde à vue et on va l'auditionner. Ça permet d'éviter que les différents policiers qui ont assisté à la scène se mettent d'accord entre eux pour prévoir une version qui soit conforme. Vous citiez l'exemple de Naël. Du point de vue policier, le tir dans l'affaire Naël est parfaitement régulier. On voit que les juges ne sont pas tout à fait d'accord sur la qualification, mais l'ensemble des juges qui ont été amenés à se prononcer considèrent bien que ce tir est irrégulier. Si on ne place pas le policier en garde à vue à ce moment-là, vous avez un risque de préparation de la défense par un accord entre les différents policiers, et ça n'est pas un cas théorique, puisque dans les rapports de l'IGPN, on a maintenant tous les ans la mention du fait que les policiers n'hésitent pas, quand ils sont dans des situations compliquées, à mentir dans leurs procès-verbaux, à organiser leurs procès-verbaux de telle manière à les rendre légaux, et on va faciliter cette chose. C'est ça ce qui est problématique dans ce texte, c'est que en ne plaçant pas en garde à vue, on a un vrai risque que la manifestation de la vérité soit rendue plus difficile par le fait que les policiers vont trouver le temps de se mettre d'accord sur une version légale de l'acte. Si on se place du point de vue des procureurs, comment ils vont, quel effet peut avoir ce texte selon vous sur eux et qu'est-ce que ça peut, même question que pour les policiers tout à l'heure, quel effet ça peut avoir? Ce qui est extrêmement compliqué, c'est que, comme l'ont bien montré les travaux des sociologues, les procureurs sont très dépendants de la police. Les procureurs sont eux aussi soumis à des statistiques, et ces statistiques, ils ne vont pouvoir les faire que grâce à la police. Donc, mécontenter les policiers pour un procureur, c'est toujours compliqué. D'autant que le procureur initialement saisi est toujours le procureur territorialement compétent, c'est-à-dire celui qui travaille avec les policiers qui seront mis en cause dans cette affaire. En même temps, effectivement, la charge de travail du procureur va être alourdie, puisqu'il devra, au moment de prendre sa décision, vérifier s'il y a moyen ou non de renverser la présomption. Juste pour finir, vous vous souvenez peut-être de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur 2020, qui avait dit à l'Assemblée, certes la police exerce une violence, mais une violence légitime, et disait-il, c'est vieux comme Max Weber, ce qui avait fait hurler les spécialistes de Max Weber. Ma question est la suivante, est-ce qu'on est selon vous dans un moment de confusion sur la définition de l'usage légal de la force par l'État ? Oui, très probablement. En tous les cas, bon, effectivement, le propos de Darmanin montrait qu'il avait certainement séché le cours sur Weber à Sciences Po Lille, mais en fait, le modèle dont on s'inspire, c'est le modèle italien. Et le modèle italien est un modèle dans lequel aujourd'hui on a un bouclier pénal offert aux policiers. Et ce modèle italien conduit d'abord les spécialistes de droit pénal italien à relever que la police ne peut pas faire grand-chose, et ensuite à la condamnation par la Cour européenne. Donc est-ce que c'est un modèle dont il faut qu'on s'inspire? Merci Olivier Kahn, professeur de droit pénal à l'Université de Paris-Nanterre, 7h30 sur